Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. Il y a 2 semaines, nous avions parlé des civilisations et notamment des civilisations de vie. Est-ce que nous choisissons une civilisation de vie ou alors on préfère vivre dans une autre civilisation ? La semaine dernière, nous avions une émission très particulière puisque la semaine dernière, nous avons eu une émission où nous cherchions à répondre à quelques-unes des questions que vous nous avez posées à travers Internet, à travers les courriels ou au téléphone, et on a essayé d'y répondre au mieux. Merci pour vos commentaires, vous pouvez toujours nous les envoyer, soit par courriel, soit au téléphone. Nous sommes toujours très heureux d'avoir ces commentaires et de pouvoir continuer à travailler ensemble pour avancer, pour mieux comprendre la société dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous allons parler de culture. La culture est un peu ce qui nous entoure. Nous vivons dans un monde culturellement marqué et nous avons avec nous un étudiant particulier puisqu'il étudie en peinture traditionnelle chinoise. Il est donc actuellement en Chine et nous réalisons cette émission en duplex avec la Chine. Bonjour Claudio, bienvenue à l'émission Choisie. Bonjour, merci pour votre accueil. Alors, bienvenue à l'émission et pour commencer, pour aller directement dans l'émission, je dirais comment définit-on la culture ? Vous avez une expérience assez forte, hein, vous avez vécu en Amérique du Nord, en Europe, vous êtes actuellement en Chine, donc vous avez une expérience différente de la culture. Qu'est-ce que c'est que la culture ? Évidemment, c'est un sujet très vaste sur lequel on pourrait dire beaucoup. Essayons de condenser ça en quelques mots. La culture, c'est, comment dirais-je, c'est ce qui marque un peuple, un groupe ethnique. C'est quelque chose qui lui est caractéristique, qui lui est propre. Et surtout, c'est quelque chose qui découle de sa pensée profonde et de ses croyances profondes, de sa philosophie. Je pense que c'est comme ça que nous pouvons présenter la définition du mot culture en quelques mots. D'accord. Donc vous êtes en train de me dire que finalement la culture n'est pas quelque chose de figé, mais qu'elle peut évoluer avec le temps et elle s'enracine dans la pensée. Ce qui veut dire qu'effectivement ici, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de culture. C'est absolument juste. Absolument. Oui, cela va de soi. D'accord. Alors, est-ce que, puisque vous êtes plutôt dans la culture traditionnelle hein, et actuellement dans la culture traditionnelle chinoise, comment vous définiriez la pensée et la culture que vous connaissez tant en Amérique du Nord qu'en Chine, par exemple, ou en Europe ? Alors là, ce que vous me demandez, c'est une comparaison d'ensemble, quoi. Eh bien, la comparaison qu'il convient de faire, c'est une comparaison entre la pensée européenne et la pensée asiatique, à mon avis. Plus précisément, la pensée chinoise. Parce que finalement, la pensée nord-américaine découle, même si de loin, de la pensée européenne. Alors, vraiment, la grande comparaison, c'est entre l'Europe et la Chine. Moi, je crois que le premier point, c'est que l'Europe, surtout l'Europe comme on la connaît aujourd'hui, est trop rationaliste. La culture européenne est une culture qui est marquée par le rationalisme. On s'en rend tout de suite compte quand on étudie les philosophes européens, peu importe lesquels. Disons surtout les philosophes allemands, parce que disons que la philosophie européenne moderne vient surtout d'Allemagne. Si on les compare à la Chine, les Chinois sont... Est-ce que, avant d'aller à la Chine, est-ce que vous auriez quelques noms de philosophes, par exemple, pour situer les choses ? Ben oui, bien sûr. Par exemple, on peut nommer Kant, Nietzsche, Schopenhauer. Ça donne déjà des exemples. Hein.
Oui, oui, oui. Évidemment, Goethe aussi. Goethe est très important. Maintenant, si nous les comparons aux Chinois, les Chinois sont conscients. Les Chinois sont conscients du monde spirituel. Ils ne le rejettent pas. Ils l'embrassent et ils l'étudient. Ils l'étudient par tous les moyens. Les trois courants de pensée fondamentaux chinois sont le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Tous les trois sont, comment dire, aucun des trois n'est caractérisé par l'athéisme européen, comme on le connaît en l'Europe moderne. Tous les trois sont des courants de pensée très spirituels. Ils reconnaissent la vie après la mort, ils reconnaissent l'existence du monde spirituel et ils vont beaucoup plus loin que ça. Ils reconnaissent l'entité spirituelle des éléments de la nature. Les Chinois ont une relation très profonde avec la nature. Et si je puis me permettre de devenir un peu plus précis et de parler de peinture chinoise. Pour les Chinois, la peinture est l'art suprême. Il n'y a pas d'art qui soit plus élevé que la peinture. Et la peinture n'est pas tout simplement un système de représentation. Non, la peinture est le moyen de découvrir, d'étudier et de représenter la création, création avec un C majuscule. En fait, un artiste vraiment accompli ne doit pas seulement représenter ce qu'il voit, il doit représenter ce que l'on ne voit pas. N'en disons pas plus pour l'instant. D'accord, donc on voit qu'effectivement, là, tout de suite, hein, on voit, vous avez parlé de spiritualité qui nous a fait déboucher sur l'art. Donc on voit un lien très très fort entre l'art et la pensée et la religion, en fait, hein, la spiritualité. Oui, d'ailleurs, oui, oui, oui. Au niveau de l'Europe et du monde occidental, hein, pour englober quand même l'Amérique du Nord, parce que l'Amérique du Nord, vous les avez rattachés à l'Europe, mais on va parler peut-être du monde occidental, avait aussi ce même lien autrefois, hein, avant d'arriver dans notre ère moderne actuellement, où les choses sont déconnectées. On avait ce lien, peut-être pas spirituel, mais en tous les cas religieux, hein. C'était l'Église et les églises qui subventionnaient les artistes. C'est juste, c'est juste. Il y avait beaucoup de thèmes religieux. J'aimerais nommer un peintre que je considère comme particulièrement accompli, et c'est le peintre hollandais Rembrandt. Bien qu'il n'ait pas nécessairement travaillé pour des églises, en fait, à ma connaissance, très très peu, mais il a traité beaucoup de thèmes spirituels, beaucoup de thèmes religieux, oui. Et puis, c'est la même chose pour Albrecht Dürer, peintre allemand. On traite beaucoup de thèmes spirituels, et oui, comme vous dites, au départ, l'art était, on peut dire, d'une certaine manière, au service de l'Église, de la religion. Oui, quelle que soit cette église, hein, c'est vrai que Oui. l'église catholique était évidemment extrêmement présente, mais Oui. quand même, on peut trouver d'autres. Et comment on est arrivé, j'allais dire, dans notre monde contemporain occidental, à ce changement culturel? Est-ce que ce serait lié directement à la pensée, ou est-ce que, et c'est la pensée qui aurait imprégné l'art et qui aurait fait ce changement, ou est-ce que l'art lui-même aurait agi sur la pensée? Quel est le premier moteur? C'est la pensée, c'est toujours la pensée. Ici, en Europe, tout de suite, cela s'est vu, c'est un phénomène qui est devenu visible, très visible au moment de la réforme, avant et après, tout de suite après le mouvement de la réforme. Et c'est l'arrivée de l'athéisme.
et qui est lui aussi un courant de pensée. Donc c'est toujours la pensée. La pensée, c'est l'étincelle, quoi. Là, Et on se situe au XVe siècle, hein, pour que les gens qui nous suivent, hein, on est bien d'accord que c'est la réforme au XVe siècle dont vous parlez. ah oui, bah, officiellement, la réforme, c'est 1517. Voilà, Le hein, bon, 31 novembre 1517. d'accord. C'est pour rappeler juste, pour que les gens se situent. Donc peut-être même plutôt d'ailleurs XVIe siècle. Euh, donc voilà, et on voit, donc ça remonte bien longtemps, hein, et donc vous dites, bah, à ce moment-là, il y a une cassure. C'est ça, hein, si je comprends bien, il y a une cassure à ce moment-là. Et cette réforme nous conduit à la pensée actuelle. Et malheureusement. C'est-à-dire, la réforme, elle, visait à rétablir, à rétablir comment dire, une relation entre l'homme et le divin, à la rétablir en sa pureté. Et tout de suite après, eh bien, il y a eu un développement très violent de l'athéisme. D'accord. Oui, c'est cela. Et évidemment, alors, toute pensée a des conséquences directes sur les actes des hommes. Et évidemment, la culture en souffre tout de suite. D'accord. Donc, on décroche du divin, on décroche de la relation à Dieu, donc de la religion, hein, relation à Dieu, religion. Et à ce moment-là, donc, on voit l'athéisme, et l'athéisme va se propager pour devenir peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité. Est-ce qu'on pourrait dire que la laïcité est de l'athéisme? Non, 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 pas nécessairement. La laïcité est tout simplement l'inverse euh, du clergé, quoi. Quelqu'un qui n'est pas directement actif à l'intérieur de l'Église est un laïc, mais ceci n'a rien de négatif en soi. D'accord. Un laïc un laïc peut très bien connaître une relation extrêmement profonde avec Dieu. D'accord. Mais parce qu'aujourd'hui, au nom de la laïcité, par exemple, on interdit des crèches, on interdit tout signe religieux, Ah oui, au nom je de la vois. laïcité. Je vois. Mais je considère que c'est là une perversion de la valeur sémantique du mot laïcité. C'est une perversion de la signification originale du mot laïcité. D'accord. Alors revenons à notre cœur, hein, qui est vraiment la culture et Oui, les relations, parce que la culture s'exprime par l'art, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, absolument. comment ça fonctionne? Comment l'art et la culture viennent finalement nous envahir dans nos maisons? Parce que dans nos maisons, nous avons des tableaux, nous avons des sculptures. Alors, comment ça fonctionne? Ben, écoutez, l'homme est, en son fort intérieur, un être très émotif. Les modernes prétendent que l'homme est un moteur de pensée. Je pense par exemple à René Descartes qui a dit "Je pense donc je suis". Mais enfin, à mon avis, c'est bien insensé. Et je le répète, l'homme est un être très émotif, plus émotif que rationnel. Il suffit chacun de penser pour soi et de réfléchir un peu à comment nous réagissons dans différentes situations. Et chacun pour soi va très probablement réaliser que dans le 99% des cas, c'est bien les émotions qui l'emportent sur la raison. C'est-à-dire que bien souvent, ce sont les émotions qui agissent avant la raison. Alors je le répète, l'homme est un être très émotif. L'homme est un être qui est constamment habité par le besoin, non pas seulement le désir, mais le besoin de s'exprimer, d'exprimer le fond de sa pensée, d'exprimer ses émotions. Et c'est quelque chose qui devient seulement possible à travers l'art, la musique, la littérature, les poèmes, la peinture, la sculpture. D'accord. Bref, Tout cela oui, sert à exprimer des émotions. Et donc, en fait, c'est un vase communicant entre les émotions donc, que l'artiste a vécues. Et donc, il essaye de les retransmettre à d'autres. Et les autres vivent des émotions. En fait, c'est un véhicule d'émotions. absolument. On peut dire ça, oui, on peut.
Oui. Alors après, donc, une fois qu'on véhicule ces émotions façonnent notre pensée. Alors que tout à l'heure, vous disiez, la pensée est première, mais on a Ah, envie mais de dire maintenant, c'est les émotions qui sont premières. Les émotions vont être premières et elles vont entraîner des pensées, c'est ça? Eh bien, à la base, il y a quand même une pensée. À la base, il y a quand même une pensée. Ça, il faut le répéter. À la base, il y a quand même une pensée. Il y a une pensée, mais, c'est-à-dire, il y a une pensée. Mais, je le répète, l'homme a ce besoin inné de s'exprimer. Alors, il y a cette pensée qui le guide à s'exprimer. Et, comment dire, de fil en aiguille, la pensée, le besoin de s'exprimer, le besoin de s'exprimer donne naissance à la pensée, et ainsi de suite. Est-ce que, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'au niveau de la culture, on a justement... est-ce que notre pensée n'est pas toujours rectiligne, elle n'est pas toujours au même niveau, elle n'est pas toujours... est-ce qu'on perd, est-ce qu'on progresse, est-ce qu'elle est fluctuante, j'allais dire, comme parfois on a des sentiments joyeux puis des sentiments tristes. Est-ce que cela fait qu'il y aurait des courants culturels, hein, des courants artistiques et culturels qui nous entraîneraient vers le haut et d'autres qui nous entraîneraient vers le bas? Vous parliez de la culture chinoise qui est très spirituelle. Est-ce que justement, en ayant une culture comme on voit aujourd'hui, hein, on voit je pense à un exemple, un musée, je crois en Allemagne ou en Suisse, eh bien, la femme de ménage a jeté des œuvres parce qu'il y avait des poubelles renversées et elle croyait qu'effectivement les gens étaient venus et en fait l'artiste, le lendemain matin est arrivé, a vu que son œuvre avait disparu et la femme de ménage a dit, ben, je croyais que c'était la poubelle. Donc est-ce que finalement, voilà, est-ce qu'il y a des cultures qu'on pourrait juger mortifères et des cultures de vie, comme on voyait pour la civilisation? Mais oui, bien sûr, absolument. Voyons de trouver des exemples pratiques. Tout ça, encore une fois, je veux dire, on n'y échappe pas, tout est relié à la pensée profonde de l'homme. Par exemple, si nous prenons la civilisation des anciens Vikings et qu'on étudie, qu'on explore leurs traditions, leurs pensées, on se découvre que au moins certains d'entre eux étaient des hommes extrêmement sanguinaires et qui faisaient preuve d'une grande cruauté. Si on commence à explorer leur littérature, on découvre que c'est souvent une littérature très tragique, comportant différents éléments tels que la magie noire, les arts occultes, le meurtre. Et tout ça est relié, tout ça est lié. Alors, pour être très concret, et notamment pour ceux qui nous regardent à la télévision d'Amos ou ailleurs, eh bien, est-ce qu'on peut influencer ça? Ou alors est-ce qu'on est baigné dans la culture et on se dit, bah, de toute manière, moi je peux rien changer parce que je suis en Amérique du Nord et puis je baigne dans une culture d'Amérique du Nord? Mais non, comme nous l'avons dit tantôt, la pensée de l'homme est quand même à la base de tout. Alors, ce que cela signifie, c'est que l'homme a quand même le choix. L'homme a toujours le choix. Il peut toujours choisir. Et c'est à lui de choisir. Évidemment, avant de choisir, il faut encore que l'homme devienne conscient du problème. Car ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on ne se rend pas compte du problème.
Il faut, avant toute chose, devenir conscient du problème. Mais une fois qu'on en est conscient, là arrive une étape fondamentale et incontournable, et c'est le choix. Est-ce qu'on accepte de rester dans la situation actuelle? Est-ce qu'on choisit, est-ce qu'on essaie d'obtenir quelque chose de meilleur? Alors comment on pourrait, justement, comment on pourrait prendre conscience de cette culture qui nous environne? Moi j'entends beaucoup de personnes me dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans tous les cas, il faut bien que je travaille pour nourrir ma famille, il faut bien que je fasse ça, avec un nombre énorme d'obligations et finalement pas tellement le temps d'aller dans des musées, pas tellement le temps j'allais dire de s'inculturer, justement de faire grandir sa culture. Oui, je vois. Évidemment, avec un peu de bonne volonté, il n'est pas bien difficile de commencer à lire un livre. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Nul besoin de commencer à courir les musées. Moi, pour donner un exemple très personnel, mon père a toujours refusé la présence d'un téléviseur dans la maison. Ce très simple geste m'a poussé à lire beaucoup. La simple absence du téléviseur m'a forcé à développer mon imagination. Si je voulais m'amuser, il me fallait imaginer quelque chose. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ils ne lisent plus, lisent très peu, ne sont plus capables de lire, ont perdu la capacité de lire. Pourquoi? Parce que leur imagination est morte. Je le répète, elle est morte. Le téléviseur, les films, la télévision, cela requiert une certaine dose de créativité pour ceux qui le font, pour ceux qui préparent une émission, pour ceux qui préparent je ne sais pas moi, un dessin animé, un film. Mais ça ne requiert absolument aucune imagination pour le spectateur. Le spectateur reçoit tout ça sur un plat. C'est prêt, c'est préparé. En anglais, on pourrait dire ready-made. Et lui, il n'a plus qu'à ingérer. Bon ou mauvais, peu importe. Évidemment, de cette façon, la créativité ne marche pas. Et comme avec tous les talents, quand on ne fait pas marcher, eh bien, à un certain moment, on le perd. Il en va de même pour la créativité. Alors, je reviens à ce que je disais. Nous n'avions pas de téléviseur à la maison. Nous n'avons jamais eu. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je voulais m'amuser, il fallait que je sorte. J'allais à l'extérieur. Je jouais avec mes copains, avec mes amis, avec mes frères. Et eh bien, oui, évidemment, tous les enfants adorent la télé et je regrettais énormément l'absence de télévision dans la maison. Aujourd'hui, je ne cesse de m'en louer et de m'en réjouir. Et je me souviens à l'école secondaire à Amos, j'ai fait quelques années d'école secondaire à Amos. Pendant le cours de langue française, on nous a demandé de lire un livre. Je me souviens que je l'ai lu avec une vitesse, je l'avais terminé 2 ou 3 fois plus vite que tous mes camarades de classe. Tout simplement parce que j'étais habitué à lire. Et les autres lisent... Oui. Et donc là, on voit bien hein, le jeu, justement, je crois que vous l'avez très bien exprimé, entre la pensée et la culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes en Chine avec à faire de la peinture traditionnelle, eh bien c'est peut-être justement parce que vous n'aviez pas de télévision, donc vous avez été obligé de passer au-dessus d'obstacles que beaucoup de jeunes, ou même d'ailleurs de moins jeunes, ne pourraient pas franchir parce qu'ils seraient handicapés intellectuellement finalement. Eh oui, c'est juste. Oui, c'est juste. La lecture... Attention, il ne faut pas lire n'importe quoi. On dit, il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup d'enseignants, de pédagogues qui encouragent à la lecture et disent lisez, lisez. Oui, mais on ne peut pas quand même lire n'importe quoi parce que en littérature aussi, il y a du bon et du mauvais. Il y a toujours du bon et du mauvais. Alors, il faut choisir avec soin ce qu'il faut lire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père instruit qui, quand j'étais plus jeune, choisissait les livres pour moi.
et qui essayait de me donner non seulement une littérature de haute qualité, mais également une littérature diversifiée. Et alors, en choisissant bien, on peut découvrir tout un monde. Étant plus jeune, j'ai lu beaucoup de romans d'aventure. Et ces romans d'aventure parlaient souvent de voyage. Puis j'ai lu des romans plus, comment dire, qui s'adressaient déjà à un public plus mature, plus vieux. Mais là aussi, on voyage beaucoup. J'ai lu des auteurs russes. J'aimais beaucoup la littérature russe. Et alors, automatiquement, je me trouvais, comment dire, je vivais dans la société russe en lisant ces romans, les nouvelles. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que est-ce que je me trompe si ce que j'entends, c'est que pour bien profiter de sa culture, il faut aussi connaître la culture, d'abord la sienne, bien sûr, mais aussi celle des autres, de manière à pouvoir agrandir sa culture au maximum, quoi. Et que plus on découvre de culture, plus on s'enrichit et plus on enrichit finalement les autres. Et il y a une réciprocité. Absolument, inévitablement. Parce que, et ça c'est inévitable, une personne cultivée est une personne très curieuse. Une personne pleine d'imagination, une personne créative, est une personne curieuse. C'est une personne qui n'est pas capable de se contenter du train-train quotidien. C'est une personne qui veut essayer de nouvelles choses, qui veut découvrir de nouvelles choses. Et alors, cela va de soi. Alors, on va devoir terminer cette émission, mais bon. Vous savez que pour la terminer, on termine toujours par une question, puisque l'émission s'appelle Choisis. Et donc, je vous propose de donner une question aux téléspectateurs, à ceux qui suivent cette émission, de manière à ce qu'ils puissent choisir entre des options, parce que l'émission, encore une fois, s'appelle Choisis. Alors, quel choix pensez-vous qu'ils puissent rencontrer? Quel choix leur proposez-vous? Alors, pour poser une question, moi j'aimerais la poser comme ça. Je propose à tous les spectateurs de se regarder et de s'interroger. Est-ce qu'ils sont contents de leur situation présente? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils pensent que leur situation présente est riche? Est-ce qu'elle est colorée? Est-ce qu'elle est cultivée? Et par conséquent, il y a donc une deuxième question. Est-ce qu'ils veulent garder l'état présent ou est-ce qu'ils veulent choisir quelque chose de plus cultivé, de plus riche? Je crois que comme ça. Je crois que c'est une très bonne question. Merci beaucoup pour cette question. Et donc, merci pour aussi ce partage, cette émission. Merci à tous les spectateurs qui nous ont regardés et donc à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci.